Ne serait-il pas bon que le béton puisse se réparer lui-même afin que nous puissions vivre dans un monde plus durable? Bonjour à tous et toutes, je m'appelle Didier Snoek et je suis le professeur sur la conception des structures durables à l'Université libre de Bruxelles. Aujourd'hui, on parlera du béton, et notamment du béton durable et autocicatrisant, où les fissures internes se referment d'elles-mêmes, grâce à la combinaison des microfibres et de polymères superabsorbants. Quels polymères? Nous trouvons ces polymères dans la couche collote pour les bébés et maintenant aussi dans le matériau le plus utilisé au monde, en dehors de l'eau, à savoir le béton. Mais quel est le lien supplémentaire entre les deux? Ça sera clair après cette présentation. Mais d'abord, une introduction sur le béton autocicatrisant. Nous voyons du béton partout, dans les tours, les ponts et les tunnels, comme ici à Bruxelles. Quel est le problème? Le béton est à la fois un matériau rigide capable de supporter une pression énorme, mais aussi une matière fragile et vulnérable aux fissures. Dès que l'eau ou d'autres matières indésirables s'infiltrent, l'armature se corrode et la structure se désagrège progressivement. Donc nous devons réparer cela rapidement, mais ce n'est pas souvent possible et cela coûte tout simplement trop cher. Comment pouvons-nous résoudre ce problème? On ne doit pas chercher la réponse trop loin parce que nous sommes la solution. Notre corps est capable de se réparer et le béton peut le faire aussi. Il y a deux façons dominantes d'assurer l'autoréparation. D'une part, la cristallisation du carbonate de calcium et d'autre part, l'hydratation supplémentaire du ciment ou d'autres substances qui n'ont pas encore été en contact avec l'eau. N'importe quel béton peut le faire, mais cette propriété n'est pas utilisée de manière optimale et c'est ce que j'ai résolu en tant d'être ingénieur de manière multidisciplinaire. Premièrement, en modifiant fondamentalement le mélange du béton. Deuxièmement, en maintenant les fissures aussi petites que possible. Et troisièmement, en apportant de l'eau là où elle est nécessaire. Et nous obtenons cette eau en utilisant la poudre blanche magique des polymères superabsorbants. Ce sont des chaînes polymères qui sont réticulées. Lorsqu'elles entrent en contact avec un liquide, ici l'eau, les chaînes se brisent et se gonflent jusqu'à des centaines de fois de leur propre poids. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que nos rencontres sont intéressantes et combien il est cool de faire passer la poudre blanche à la douane dans les emballages très amateurs. Et laissez-moi faire une petite expérience. À gauche, il y a un bécher avec ses polymères et à droite un bécher rempli d'eau. Et je peux les combiner. Et maintenant, les polymères commencent à gonfler, à absorber toute l'eau et à la retenir également. Et ce matériau est très intéressant à utiliser dans le béton. Nous ajoutons cette poudre au béton qui est un mélange de ciment, de sable, de gravier et d'eau. Chaque petit grain peut, comme une éponge, absorber jusqu'à 20 fois son poids en eau. Le béton étant également composé d'eau, les polymères influencent les propriétés du béton, ce qui a été étudié en détail. À l'état frais, lorsque le béton n'est pas encore dur, les polymères sont saturés par l'eau. Lorsque le béton commence à durcir, ces polymères libèrent l'eau stockée qui est alors utilisée pour une sorte de post-traitement du béton. De grands macropores restent dans le béton et les polymères peuvent ensuite réabsorber l'eau. Mais ensuite, le post-traitement interne. Ce post-traitement est utile pour contrer le retrait autogène. Normalement, le béton se rétracte lorsqu'il sèche, ce qui provoque des micro-fissures, y compris dans le béton armé. Les polymères absorbent une petite partie de l'eau qui se trouve dans le béton et la restituent après un jour ou deux, ce qui permet au béton de durcir plus progressivement avec moins de risques de fissures. J'ai fait des recherches à ce sujet-là au Danemark et vous voyez ici les résultats d'un test avec un tube ondulé. Le long de ce tube, la longueur peut être contrôlée. Le béton de référence a rétréci et avec les polymères, il ne rétrécit plus du tout car le béton reste suffisamment humide. De cette façon, nous pouvons arrêter les fissures de retrait et ainsi améliorer la durabilité dès le départ.
La manière dont cela fonctionne n'était pas très claire. J'ai étudié la question lors d'un autre séjour de recherche, notamment aux Pays-Bas. Grâce à l'imagerie par résonance magnétique nucléaire, j'ai pu distinguer le signal d'eau des polymères et d'autres eaux présentes dans le béton. Ainsi, nous savons maintenant quand ils libèrent leur eau et comment les réactions dans le béton sont influencées. La visualisation montre une image récente obtenue par la tomographie à neutrons réalisée en Suisse où le dégagement d'eau est clairement visible. Et lorsque j'ai traversé la frontière, j'ai aussi clairement vu le problème de l'infrastructure de la route belge, les nids de poules qui peuvent aussi être remédiés avec les polymères. J'ai déjà dit que les macropores sont créés, mais ce n'est nécessairement pas une chose négative. Un réseau fin de pores signifie que lorsque l'eau gèle dans le béton n'est pas écrasé, mais l'eau a de la place pour le faire. Ce n'est pas nouveau et cela a déjà été étudié auparavant. Mais ce qui est nouveau, c'est l'effet autocicatrisant et les influences sur la perméabilité. Je peux montrer l'effet sur la perméabilité avec cette vidéo. Les polymères se gonflent, ce qui permet de colmater physiquement une fissure. Ici, nous effectuons un test de perméabilité. Nous constatons qu'une éprouvette de béton fissurée sans les polymères ne peut pas arrêter l'eau, ici colorée en rouge, mais que les polymères gonflants le peuvent à la même largeur de fissure. L'eau est ainsi arrêtée et la durabilité du matériau s'en trouve renforcée. Ceci a également été étudié par radiographie neutronique. Là encore, l'eau est arrêtée visuellement. Mais cela ne signifie pas que la fissure s'est renformée pour toujours. Pour cela, nous avons besoin d'une autoréparation permanente. Et encore une fois, nous pouvons regarder l'être humain. Si nous nous cassons un os, notre corps va saigner et se réparer complètement. Et ce principe semble aussi fonctionner avec le béton. Quand l'eau s'infiltre, c'est la même magie qui opère. Les polymères absorbent le sang, ici l'eau, et les retiennent. Celle-ci est ensuite progressivement libérée dans le béton et les réactions d'autocicatrisation commencent. Cette opération se poursuit jusqu'à la fissure est complètement réparée après quelques jours. Donc, les polymères se gonflent, l'eau réagit avec le carbone dioxyde, le CO2, et le calcium contenu dans le béton, forme des cristaux de carbonate de calcium, comme dans les coquilles d'œufs, et comble la fissure. Donc il s'agit de même des pots de cristaux blancs qu'on voit parfois dans les endroits où le béton fuit dans les tunnels et les garages. Et bien sûr, une grande fissure ne peut pas se fermer complètement et nous devons garder les fissures aussi petites que possible. Et nous le faisons en mélangeant ces microfibres-là. Les fibres arrêtent les fissures et font en sorte que le béton se fissure ailleurs. Et cela continue jusqu'à ce que nous obtenions un matériau ductile et plusieurs petites fissures et pas une fissure trop grande pour se auto-réparer. D'une part, j'utilise des fibres synthétiques, mais j'ai également obtenu pour la première fois de multiples fissures avec une alternative plus écologique, à savoir des fibres naturelles telles que le lin et le chanvre. Et ces petites fissures peuvent se refermer. D'abord un petit collage partiel jusqu'à ce que la fissure entière se referme. D'autre part, nous avons également la formation de carbonate de calcium qui peut aussi colmater complètement une fissure. Et généralement, c'est une combinaison des deux. Ça ne semble pas spécial, mais ici, vous pouvez voir environ 20 fissures qui se sont complètement refermées. Ce que vous pouvez aussi également voir dans cet échantillon ici. Le béton donc peut se réparer lui-même de petites fissures de maximum de 30 micromètres. Les polymères assurent une meilleure fermeture des fissures plus raches, ce qui a été étudié pour la première fois. Mais bien sûr, la personne critique entre vous peut se demander si ces cristaux peuvent permettre une récupération des propriétés mécaniques. Cette étude a été réalisée en testant des spécimens d'essai et en les exposant à 3 conditions différentes, à savoir des cycles humides secs, une humidité élevée ou une humidité ambiante normale. Ensuite, les éprouvettes ont été rechargées et examinées au microscope.
La première chose à noter est que la résistance ne diminue pas lorsque les polymères sont ajoutés et que par contre la récupération de la résistance augmente. Sans les polymères dans l'humidité, il n'y a pas de haute réparation et dans l'humidité sec, environ 40%. Lorsque les polymères sont ajoutés, la réparation des échantillons exposés dans l'humidité est encore plus élevée qu'une référence dans les cycles humides secs. Les polymères sont donc également capables d'apporter de l'humidité au béton pour des effets autoréparateur. Il n'est donc pas nécessaire qu'il pleuve pour obtenir une réparation partielle. Dans les cycles humides secs, les meilleurs spécimens peuvent retrouver jusqu'à 100% de leur résistance initiale. Donc c'est pas si mal du tout, non? Et cette guérison peut être partiellement répétée. Nous avons également visualisé cette réparation. Commençons-nous par une citation du célèbre musicien de jazz Ray Charles. C'est pas parce que vous pouvez pas voir que vous devez fermer les yeux. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Quand on regarde le béton, la fissure est maintenant fermée, mais nous ne savons pas ce qui se passe sous la surface. Donc, on passe au pleurer. Pour regarder à travers le béton en utilisant des sections fines de 20 micromètres d'épaisseur, nous constatons que la fissure est fermée. Mais est-ce que c'est le cas pour la fissure totale? Et vous l'avez déjà senti venir, nous passons au rayon X, donc X-ray. Grâce à la tomographie à rayon X, les produits de réparation sont étudiés sur de petits échantillons que vous pouvez voir ici au milieu, en comparant un scan avant et après la réparation. D'une part, on peut voir une porosité grise avec une fissure rouge, des polymères bleus et des produits de réparation jaunes. Nous observons une faible réparation dans la référence sans eau liquide, une réparation modérée dans les conditions humides secs, une réparation locale dans des échantillons avec les polymères dans un environnement humide et beaucoup de formation de produits jaunes dans les conditions humides secs. J'ai également pu déterminer que l'hydratation ultérieure est jusqu'à 40% plus élevée dans les pièces testées avec les polymères. Donc pour conclure, un bon matériau. Car en combinant des microfibres et des polymères supraabsorbants, on obtient un matériau ductile avec les multiples fissures fines qui peuvent se refermer complètement. La recherche porte sur la toute première application innovante de polymères supraabsorbants pour stimuler l'autoréparation dans les matériaux cimentaires, ainsi que la toute première application de plusieurs technologies d'ingénierie innovantes pour étudier le matériau. Ce nouveau matériau offrira une durabilité meilleure dans le secteur de la construction, associée à une meilleure longévité des structures et à une réduction des coûts d'entretien et de réparation, ce qui est également bon pour votre portefeuille. Moins de réparation et une meilleure utilisation du matériau permettront également de réduire les émissions de CO2, ce qui est également bon pour l'environnement. De même, il est nécessaire de mettre en place moins d'armatures de retrait, ce qui, là encore, permet de réduire les émissions de carbone dioxyde. Nous disposons donc d'un nouveau matériau qui est efficace et durable dans son utilisation dans les matières premières, ce qui peut réduire les émissions de CO2, l'un des objectifs du Green Deal européen pour un secteur de la construction plus propre. Ce nouveau matériau offrira une durabilité meilleure dans le secteur de la construction, associée à une meilleure longévité des structures et à une réduction des coûts d'entretien et de réparation, ce qui est également bon pour votre portefeuille. Moins de réparation et une meilleure utilisation du matériau permettront également de réduire les émissions de carbone dioxyde, ce qui est également bon pour l'environnement. De même, il est nécessaire de mettre en place moins d'armatures de retrait, ce qui, là encore, permet de réduire les émissions de CO2. Nous disposons donc d'un nouveau matériau qui est efficace et durable dans son utilisation des matières premières et qui peut réduire les émissions de CO2, l'un des objectifs du Green Deal européen pour un secteur de la construction plus propre et qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone, ainsi les objectifs de développement durable. Diverses applications sont possibles, dans les tours, les ponts et les tunnels, etc.
Dans le cadre d'un projet ICON avec l'Université de Gand appelé ISAP, nous collaborons avec plusieurs entreprises pour faire passer l'idée du laboratoire à la pratique avec une application pour un tunnel. L'idée est d'arrêter le retrait autogène et d'auto-réparer la fissure restante, et ça marche. Le béton autocicatrisant est utile dans les tunnels ou des grâces souterrains pour prévenir les infiltrations d'eau et la corrosion du béton armé. Donc, nous pouvons éviter les coûts de réparation en avoir un matériau plus durable. Et cela nous amène au lien, à savoir le confort. Le confort comme le confort hygiénique et maintenant aussi avec ce béton auto-cicatrisant qui nécessite moins d'entretien et de réparation et qui assurera un avenir durable. Donc, le béton durable et auto-cicatrisant a le vent en poupe. Vous trouverez de plus amples informations, médias, publications et communications scientifiques sur le web et YouTube si vous êtes intéressé. Je vous remercie pour votre attention.